Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Il y avait Rundle, le chef de station, Baisley, des voies et travaux, Ackham, de l'intendance, Donkin, de la prison, et Blake, le sergent instructeur, qui fut 2 fois notre vénérable. Il y avait aussi le vieux Frangie et Dully, qui tenait le magasin aux denrées européennes. Dehors, on se disait sergent, monsieur, salut, salam. Dedans, c'était mon frère et c'était bien ainsi. Nous nous rencontrions sur le niveau et nous nous quittions sur l'équerre. Moi, j'étais second diacre, dans ma loge mère, là-bas. Je n'ai pas connu ces loges d'outre-mer où la fraternité subit ses plus douloureuses épreuves et ses plus délicates confrontations. Quant au poème de Kipling, les critiques m'ont prouvé que sa mère loge n'était qu'un rêve. Rêve tant qu'on voudra, mais c'est le rêve d'une maçonnerie à laquelle je suis attaché. Une maçonnerie où le sergent est vénérable et où le chef de gare conduit le commerçant jusqu'à la buvette en parlant des étoiles. En réalité, la simplicité du ton, la modestie des propos de ce poème de Kipling cachent les plus hautes ambitions du maçon. Comment réunir les hommes en préservant leur liberté, leur dignité, leur jugement? Comment les réunir, égaux et différents, sans les heurter, sans les avilir, sans les soumettre? À vrai dire, qui peut se faire une idée de l'atmosphère d'une loge tant qu'il n'y a pas vécu les longues heures de son apprentissage? D'abord, parce que chaque loge a son caractère, et qu'il faut pour le percevoir un certain sens des rapports qui s'y nouent. Mais surtout, parce qu'il n'est pas d'assemblée pareille au monde. La discipline, l'égalité, l'harmonie, la liberté, le mystère, la lucidité, la rigueur, l'indulgence et la vérité s'y composent avec tant de bonheur que celui qui a passé 2 heures dans une loge bien conduite se sent comme régénéré. Le monde apparaît alors comme un négatif sous l'effet du révélateur. Rares sont ceux qui échappent à l'attrait d'un concours aussi exceptionnel de vertus collectives. Toutefois, si l'on est sensible à l'effet, on ne perçoit jamais tout à fait le dosage des éléments qui contribuent à le produire. Ma loge n'était pas une loge extraordinaire. Elle poussait même la banalité jusqu'à compter parmi ses membres assez d'instituteurs pour ne pas redouter la défaillance d'un secrétaire. L'étudiant que j'étais apportait un piment apprécié. Les colonnes n'étaient pas surchargées et j'avais l'impression que parfois on s'y ennuyait. Du moins, attendait-on avec une certaine impatience des travaux un peu plus animés. Il est vrai que l'ennui, pour le maçon qui n'a pas compris le sens du travail maçonnique, est un piège auquel il se prend. L'attitude qui fut la mienne dès les premières tenues provoqua un intérêt bienveillant de la part des anciens et des échanges fructueux entre les plus jeunes. Si j'avais reçu sans réticence les formules, les pratiques rituelles, les clichés dont les frères usaient familièrement, je crois que je ne serais pas arrivé si vite à former les quelques idées qui m'ont permis d'avancer sur la voie initiatique. D'autant que je ne pouvais pas attendre grand-chose de mes nouveaux maîtres. Et cela, c'était très bien aussi. La pédagogie de la loge est une pédagogie subtile et sans visage. Celui qui attend de recevoir court le risque de partir les mains vides. C'est ce que l'on apporte qui enrichit. Je crois que les anciens l'avaient compris. C'étaient de braves gens, mais leur sagesse était un vieux secret venu du fond d'un siècle de prudence et de lente ascension sociale. Le jeune homme impatient que j'étais exigeait tout et tout de suite. Il avait encore tout à apprendre. Savoir attendre, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour les jeunes, et pour les moins jeunes. Je ne connaissais pas en tant que maçon la plupart de ceux que je découvrais dans la loge lorsque j'eus reçu la lumière. Mais je les connaissais bien sous leur apparence profane, et c'était désormais pour moi une source d'inquiétude. Je n'éprouvais pas grande estime pour ces hommes de la cité que je fréquentais désormais entre le niveau et l'équerre. Politiciens de chef-lieu de canton, maîtres d'école assurés de leur importance, voyageurs de commerce bavards et avertis, artisans besogneux et rigides. Quel travail pouvaient-ils donc faire sur le plan intellectuel? C'était donc avec ces hommes-là que j'allais dégrossir la pierre brute? Quelqu'un d'avisé aurait pu me répondre, si j'avais eu la maladresse d'exprimer mes doutes. Et avec qui d'autre travailler sinon avec des hommes? Intellectuels ou pas, politiciens ou commerçants, artisans ou manœuvres, nous sommes tous des pierres brutes. L'éclat des uns, la solidité des autres, la résistance de ceux-là, la douceur de ceux-ci ne font pas qu'ils soient sans défaut. L'important pour un homme,
c'est qu'il soit à sa place et qu'il contribue à la solidité du temple. Seul le patient travail du tailleur de pierre, le temps, fait tomber les arêtes et redresse les rugosités. J'ai appris en loge au moins cette vérité. Les hommes valent mieux qu'on ne le dit, mieux qu'on ne le croit, et la plupart valent mieux que nous-mêmes. J'atteste que la tenue, ordonnée et grave, inspirait à chacun de nous le respect de quelque chose, indéfinissable sans doute, mais à quoi personne ne demeurait insensible quand, ouverte par les 3 coups et préparée par les annonces dans le silence du temps retrouvé, nous prenions conscience de nous-mêmes, debout et à l'ordre, tournés vers l'Orient. Nous étions bien alors entre ciel et terre, au centre immobile des choses, et nous avions le sentiment d'échapper au moins pour un temps aux vicissitudes humaines. Ce que nous respections, je crois, c'était en définitive ce que nous représentions, des consciences d'hommes dressées face à l'univers. Cette valeur mystérieuse, la vie, cette lumière incompréhensible, l'esprit, et ce pouvoir merveilleux et si redoutable, la connaissance. C'était une prière, si l'on veut, une prière muette. Nous témoignions de l'homme, et nous sentions que témoigner n'était pas ridicule, que c'était même la seule attitude possible, et nul n'était méprisable dans cette communion d'humbles mortels. Qui pouvait alors sonder le fond de nos cœurs? Je sais maintenant, je sais d'expérience ce qu'il faut d'efforts consentis et de grandeur obscure pour demeurer sa vie durant tout simplement et tout uniment un brave homme. Et cet instant de méditation commune m'a rapproché de chacun de mes frères. J'ai acquis cette certitude que si bon que l'on soit, on ne l'est pas assez tant qu'on ne sait pas aimer les hommes. Tous les hommes. Spinoza n'a pas dit autre chose en parlant de la perfection du cheval, mais il faut du temps pour le comprendre. La hiérarchie sociale s'élabore par le mépris, le refus, la conquête et l'ambition. C'est presque toujours la construction du temple de l'orgueil et de l'ignorance. L'ordre social est nécessaire, mais il veut le respect de tous. Une société où le mépris et l'envie composent leur querelle est une pauvre société, fût-elle aussi riche que la société américaine. L'acceptation sereine des épreuves, la droiture et les élans du cœur, je les ai trouvés chez tous les vieux maçons. Et ce n'est sans doute pas un hasard. Je reconnais qu'en ce temps-là, à l'obscure et quotidienne espérance dont l'humanité se conforte éternellement, je préférais les éclats brillants et les moulinets terrifiques de Don Quichotte, ressemblant en cela à Sancho Panza. Et à vrai dire, il y avait bien du don quichotisme dans l'âme de la plupart des maçons de notre petite loge. Ils étaient tous plus ou moins persuadés qu'ils allaient réformer le monde, ou sauver la République, ou délivrer l'humanité souffrante. Leur ardeur, à la fois secrète et naïve, me touche aujourd'hui. J'ai compris où conduisait la logique politique, et je préfère les doux rêveurs aux mieux intentionnés des administrateurs. Au reste, leurs rêves durent toujours. Pacifisme de soldats revenus de la guerre, socialisme de libéraux en quête de justice, défense de l'enseignement public, souveraine conquête des peuples. Dans l'ensemble, de petits bourgeois conservateurs se donnant des allures de réformistes. Pourtant, ils tenaient à certains principes, et je ne serais pas étonné si, en définitive, ce à quoi ils tenaient s'appelait la dignité de l'homme. On ne sait pas trop ce que cela signifie dans la pratique de la vie, mais on sent ces choses. Et tous les régimes politiques font les preuves de ce qui peut ou ne peut pas être accepté. À cet égard, mon père était typiquement l'un de ces maçons des traditions bourgeoises de la République. D'une étroitesse, d'une rigidité de pensée qui ressemblait beaucoup à ce qu'il condamnait sous le terme de dogmatisme, il était bon. Il avait une façon à lui de corriger ses certitudes par l'expression d'une franchise tolérante qui rendait ses conversations agréables. J'en parle avec d'autant plus de conviction que j'étais exclu de son universelle bienveillance. Il faut reconnaître que la bonne conscience républicaine constituait un lourd handicap pour les hommes de bonne foi qui, par devoir civique et par amour d'un certain libéralisme, étaient entrés dans les loges sous la Troisième République. On ne leur avait jamais dit que les contingences temporelles comptent peu, en définitive, quand un minimum de bien-être est assuré. Ils ne faisaient qu'entrevoir les valeurs essentielles et qu'elles se situaient bien au-delà des formes et des apparences verbales. Ils avaient cru que le salut c'était la démocratie, la liberté proclamée, et que seule la République assurerait l'avenir de leurs ambitions généreuses. 2 guerres, hélas, devaient répondre à leurs espérances, 2 guerres qu'ils ne purent expliquer et qui ruinèrent leur foi en l'homme. Au reste, parfaitement étrangers aux exigences d'une culture véritable, récitant ce qu'ils avaient appris comme d'autres le catéchisme,
Bornés quant aux aspirations et au demeurant conseilleurs, voire un rien protecteur, ils étaient fiers de jouer un rôle. Ce n'est pas eux qui se seraient rétractés sur le bûcher ou au tribunal comme Galilée. Du moins, l'affirmait-il. À tout bien considérer, les calomnies et les persécutions maladroites du gouvernement de Vichy furent sous ce rapport plus salutaires que néfastes. Elles éliminèrent quelques amateurs par trop légers, et ceux qui restèrent furent marqués par l'épreuve et découvrirent que l'homme était beaucoup plus complexe qu'il ne l'avait cru. Dans l'ensemble, les hommes qui fréquentaient les loges que j'ai connues avant le cataclysme de 40 étaient politiquement des naïfs. Ils n'auraient certes jamais admis cette épithète, ce qui d'ailleurs faisait leur charme et les rendait de touchantes et redoutables dupes. Touchants parce que dupes, certes, mais redoutables parce que, sans même le savoir, ils étaient les gardiens vigilants des valeurs les plus hautes et les vrais défenseurs de la foi. J'aimais les entendre parler de la science, comme Renan ne l'eût pas osé, et ils y croyaient à la science majuscule. C'était pour eux la clé magique, celle des portes de l'avenir, la nouvelle alchimie qui leur soumettrait l'univers. Il est difficile d'admettre, quand on a cette conviction, que tant de choses nous dépassent. On n'imagine plus devant soi que quelques petits et derniers obstacles, qu'un dernier effort éliminerait à jamais des perspectives radieuses. Pourtant, ces maçons ignorants célébraient le culte du silence, témoignant ainsi symboliquement contre leur certitude. Nous savons mieux sans doute aujourd'hui nos limites, mais le rituel maçonnique ne nous avait pas trompés. Seulement, nous ne l'avions pas bien entendu. On doit au moins reconnaître à nos républicains qu'ils avaient su célébrer le savoir. Ils avaient proclamé à la face des âges que la seule pauvreté, c'est l'ignorance. Ils ignoraient le machiavélisme des maîtres de la terre, et que l'instruction allait devenir l'arme de l'asservissement moderne. Ceux qui allaient distribuer les diplômes surent utiliser les peaux d'âne au mieux de leurs intérêts. D'autant plus habilement que l'on fit croire à ceux qui n'en possédaient pas qu'ils devaient se soumettre aux autres. Tragique, inévitable renversement. Comment expliquer ces choses? Je n'y suis jamais arrivé. Pourtant, la réponse est donnée par l'enseignement maçonnique. Toute science véritable est ésotérique, que rien de facile, de clair, d'accessible ne peut être mis au jour qu'après de longs efforts de réflexion, de recherche, de vérification prudente et continue. C'est vrai, la connaissance est libératrice. Mais combien de maîtres ne sont que des marchands de sommeil? La superstition religieuse étouffa bien des espérances. Mais il est arrivé à la science ce qui est arrivé à toutes les religions. Ceux qui la vivent vraiment sont retranchés du reste des hommes. Le savoir est le bien suprême, mais qui sait? Et qui sait quoi? Sur terre, et chaque jour, là où nous devons vivre, cela seul est à notre portée qui tient à notre jugement. Relatif, certes, imparfait, imprudent, souvent, et même toujours, mais vertu souveraine de l'homme. C'est par lui que se conquiert la liberté, par lui seul, et nous n'y pouvons rien. Si je reproche quelque chose à l'école, que nos maçons ont si pieusement révéré, c'est d'avoir été dans son formalisme, dans sa systématisation, la chambre close où l'on a étouffé le jugement, sous un savoir futile ou dénaturé. Mais comme toute chose se retourne, j'ai bien peur qu'un jour on y étouffe le savoir sous la futilité ou le formalisme des jugements imposés. Ceci dit, parce que je devais le dire, on croira plus volontiers le simple aveu que je vais faire. Je dois beaucoup à la maçonnerie. Et si je prends mes distances avec les maçons que ma jeunesse m'a fait juger bien durement, je dois reconnaître que j'ai vécu en loge dans la familiarité d'hommes remarquables. Et cela, rien ne peut le remplacer. Ce qui m'a toujours frappé en particulier au cours de ma vie maçonnique, c'est la qualité des hommes qui, en dépit des situations et de leur âge, de la vivacité de leur esprit et de la fermeté de leur caractère, demeuraient attachés à l'ordre et conservaient à son égard une reconnaissance évidente. Et cela, d'une façon nullement formelle. J'ai été étonné, puis j'ai cherché à comprendre, et maintenant je crois avoir compris. Si ces hommes marqués par le temps, nourris d'épreuves et parfois comblés d'honneurs, consacrent leurs forces jusqu'au dernier jour à servir l'ordre, c'est qu'ils y ont retrouvé les leçons de la vie. De la même façon qu'un grand esprit est naturellement religieux, il vit dans l'ordre au niveau des valeurs les plus hautes et les plus pures. Je dois à certains d'entre eux de consolantes pensées et de précieux encouragements tout au long de mon difficile voyage à travers l'existence. Je me dis aussi que sans eux, j'aurais moins bien compris que la vie était un bien inestimable
et dont il fallait préserver jalousement les vertus. Je conserve de ces hommes quelques souvenirs sur lesquels je veille avec une piété sereine, exempte de complaisance, lucide et exaltante à la fois. Ce n'étaient certes ni des héros, ni des hommes ayant fait un grand bruit en ce monde. Ils avaient affronté leur destin et c'était une belle chose à voir. Je n'ai aucune espèce d'intention hagiographique en notant ces souvenirs. Je sais parfaitement que n'insulte pas qui veut, et que la louange, elle non plus, n'est pas à la portée de chacun. J'entends seulement marquer une dette de reconnaissance. La maçonnerie m'a permis de rencontrer des êtres de qualité, que rien ne révélait à l'attention du public, et qui étaient aussi disponibles qu'on peut l'être pour faire part aux autres de ce qu'ils avaient de meilleur. L'ordre m'a permis d'entretenir avec eux des relations réservées, confiantes, toujours maintenues au niveau le plus désintéressé. Il m'a donné de partager l'expérience et de connaître l'intelligence et le cœur d'amis précieux. Et cela dura 40 ans. Qu'on y songe. Des hommes placés dans des conditions où le meilleur d'eux-mêmes se révèle sans effort, aux plus humbles comme aux plus exigeants, et qui demeurent fraternellement disponibles. En maçonnerie, l'avancement n'est pas un éloignement, au contraire, il est un retour aux sources et se vit au milieu de tous. Je pense d'abord à cet ancien officier supérieur de l'état-major de Lyautey, un vieux blédard austère dont la fermeté fit un résistant exemplaire. Son pseudonyme était Sévère, et il le portait bien. À peu près immobilisé par un cœur usé, plus dur pour lui que pour les autres, sobre de parole, plus encore de compliments, il menait sa vie d'homme comme on creuse un tunnel à travers la montagne, vers la lumière qui baigne sûrement le versant où l'on doit déboucher. C'est à lui que je vins rendre compte du désastre qui, le 9 juin 1944, décima un groupe nombreux de résistants. 2 de mes camarades d'école y allaient être fusillés. Il porta sa charge de douleur et ses responsabilités sans un mot. Il partit sans bruit, ayant fait ce qu'il avait dû faire et retournant au silence, qui était sa loi. Je pense aussi souvent à un homme rocailleux, ferme et disert, qui fut en son temps un pionnier du scoutisme. Frappé d'une maladie terrible, il s'asseyait régulièrement à son banc, sur un coussin indispensable qu'il portait toujours avec lui. Attentif, pénétrant, dynamique, objectif et enthousiaste à la fois, son jugement équitable, exprimé avec un élan juvénile, dans une langue pleine, aux accents rudes, impressionnait. Il avançait comme un flot torrentueux, purifié, élevé, animé, libéré. C'était un homme qui vivait debout et qui donnait le courage de vivre. Je n'étais pas, on s'en doute, toujours en accord avec lui. Cependant, je reçus de sa part l'expression d'une estime courante et sans faiblesse. La caution d'un aîné qu'on respecte est une obligation. C'est ainsi que noblesse oblige. Sa confiance, en dépit de mes maladresses et de mes insuffisances criantes, m'incita à de sérieuses réflexions. Le respect d'autrui commence vraiment avec l'acceptation de son droit à l'erreur. Il avait cru en la régénération des hommes jeunes par l'action et la foi en l'avenir. L'usage qui fut fait des chantiers de jeunesse rendit contestable sa thèse. Je ne sais pourtant s'il n'avait pas vu juste, d'autant qu'un pays occupé ne peut se refaire qu'au fond des bois ou au creux des montagnes. Discuté, suspecté, cet homme était demeuré digne. Fondateur de la mission laïque, il signait Ben Hiram, et plaçant bien au-dessus des tribulations personnelles son incontestable sens de l'ordre, il était digne de cette filiation. Pourquoi ne parlerais-je pas, à la suite de ces 2 hommes, d'un modeste et précieux ami pour qui mon affection toute particulière n'est pas exempte de toute envie. Maître d'école avisé et sûr, son érudition, l'attention qu'il portait à autrui, l'étroite et solide sagesse qui inspirait ses réflexions, ont fait de lui un exemple à ma mesure. Il écrivit son livre de raison, comme pour se mettre en règle avec sa conscience et laisser de lui à ses fils et à ses amis un témoignage. Quel trésor, si tous ceux qui ont su écrire nous avaient laissé une image d'eux-mêmes et surtout de leur temps et de leur milieu. Mais on veut trop ou trop peu en matière de mémoire comme en matière d'ambition. Il avait, lui, le courage de sa modestie. Son estime encouragea mes premiers essais. Fidèle à sa foi d'incroyant, il donnait de l'amour, de l'humanité, une image raisonnable et paisible. Son souvenir est aimable au cœur. Il m'engage à évoquer encore quelques figures qui sans doute ne demandent rien, mais à l'égard de qui je me sens redevable. Et je m'aperçois en y songeant que ce qui donne à chacun de mes amis l'air de famille auquel je les reconnais, c'est leur modestie simple et souriante. Nul n'était plus doux, plus délicat à la vérité que cet ancien universitaire
dont la carrière en Indochine avait révélé les affinités. Rencontre d'une sagesse faite de beaucoup d'esprit, de mordant et de fermeté, avec l'immémorial, la prosaïque, la subtile sagesse chinoise, son séjour en Indochine lui avait ouvert les livres mal connus ou même ignorés des Européens. Il avait sans doute pénétré bien avant dans l'âme de ce peuple cultivé. Il ne doutait ni de ses ressources ni de son équilibre, parlant non en marxiste, mais en spiritualiste laïque. Il savait que la Chine pesait lourd sur l'avenir de l'humanité. Sa politesse, ses manières étaient suaves, et cependant la vigueur de sa pensée et l'acuité de son jugement frappaient au moindre de ses propos. C'était un peu comme un fil d'acier, brillant, souple et incassable. Il ne sortait de son lit que pour assister aux tenues. Il nous apportait l'agrément de sa parole diserte, de ses réflexions brillantes, profondes et souriantes. Il avait le cœur pur de l'innocence. Rares sont les vieillards qui l'ont retrouvé. J'ai conservé la dernière contribution à nos travaux qu'il avait postée et que je reçus après sa mort. Il repose, aérien, mêlé aux poussières éternelles. Je comptais parmi les plus sûrs ce médecin général riche d'une expérience étendue et profonde, solide, maître de lui, subtil et énergique, sachant ce qu'il voulait et sachant l'obtenir. Il était averti de tout. Comment conservait-il dans son cœur de vieil homme revenu du bout du monde une foi intacte et rafraîchissante dans les valeurs de la vie? Je le sens frémir encore, et toujours, chaque fois que la dignité de la personne était en jeu. Il ne souffrait ni que l'on conteste, ni que l'on ignore, ni que l'on ruine les forces généreuses qui sont en l'homme. Il ne composa jamais avec les serviteurs de la nuit, au demeurant incapable de se plier aux compromis de la politique. Il n'éluda jamais une tâche, et jusqu'au bout, il crut à l'utilité de l'inutile. C'était la pierre sur laquelle nous avions bâti. Autour de lui, nous nous retrouvions régulièrement dans le temple un peu trop vaste qui abritait nos travaux. Chacun de nous avait sa place, sous le niveau. Venus des quatre horizons et de tous les milieux, l'effacement de leur personnalité profane donnait à notre assemblée une grande simplicité et une réelle noblesse. Le symbole de cette discrétion, le plus discret, le plus dévoué, le plus pur d'entre nous, aurait fort bien pu l'être, n'était que, par une espèce de retour, l'humilité la plus évidente, se manifestait par un rayonnement pénétrant, chacun de nous, et à vrai dire, inexplicable. Un homme héroïque, sans passion, mystérieux dans sa lumière, touchant, à force de rigueur et de simplicité, nous rendait tous honteux de nous-mêmes. Mais nous étions sûrs de son indulgence, et nous n'avions nul pardon jamais à demander chaque fois que nous allions un peu plus loin qu'il était nécessaire dans le feu de la discussion. Comment redécouvrir le trésor sacré de ces années de chaude et fraternelle estime? D'autres sauront sans doute. Moi, je ne puis que témoigner de son existence, comme celui qui sut, trop bienveillant, me distinguer du lointain Orient où il protégeait la flamme. Il m'avait donné la meilleure et la plus vive preuve de confiance alors que, tout à fait inconnu de lui, j'avais compris sa réelle grandeur. Je lui avais écrit, sans le connaître, très peu de temps après la guerre. Je faisais des observations au directeur de revue qu'il était alors. Il avait inséré dans un des numéros une lettre dont la publication m'avait paru discutable, d'autant que son auteur faisait autorité. Je reçus une mise au point, et cela, déjà, était un signe. Néanmoins, piqué par la fermeté de la réponse, je rédigeai une réplique violente et assez respectueuse. J'affirmais ma haine des hiérarchies établies, je soutenais la valeur de mon jugement qui méritait tout autant qu'un autre d'être considéré, et j'attendais qu'on en tînt compte. Pour être juste, je vais dire deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, si j'avais à publier la lettre, je la publierais. La seconde, c'est que la liberté de penser n'est qu'un piège si l'on ne peut s'exprimer. Comment le faire si nul ne vous écoute? Comment le faire si nul ne vous entend? Perdu dans la foule ou dans le désert, à quoi sert une pensée libre, sinon à espérer ou à mourir? Je dis cela pour ceux qui ne comprennent pas l'importance du travail en loge. On est sûr au moins d'y être écouté. Mais revenons à mon correspondant. Ce que je sentais, c'était au fond ce que je viens de dire. Celui qui détient le moyen de publier est le seul dont l'opinion compte. Quelques années après l'incident, j'ai rencontré celui à qui j'avais adressé ma lettre agressive. Il avait alors, comme il a toujours eu, une autorité de tout premier plan. Je ne parlais de rien, lui non plus, mais il m'écrivit. Vous souvenez-vous? Dans le fait, vous aviez raison, mais surtout, ce qui m'a paru important, c'est que vous n'avez pas hésité à me répondre durement et fermement. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma route. Il n'y a pas tant d'hommes de caractère, et vous en êtes un. Le danger des compliments, c'est qu'on doit
ou les admettre, ou les tenir pour de la provocation. Il faut beaucoup de métiers pour y demeurer insensible. Moi, du caractère, les connaisseurs n'ont jamais été dupes. En tout état de cause, ce que j'appréciais et ce qui me toucha, ce fut moins l'espèce de justice qui m'était rendue que la noblesse de celui qui disait « Je crois que vous aviez raison ». Je n'ai pas rencontré souvent l'absence d'amour-propre, le respect d'autrui, la probité intellectuelle en des hommes publics. C'est une drogue rafraîchissante que de se rendre compte soudain que cela existe. Mon ami, d'ailleurs, n'en demeura pas là. Ce que j'ai reçu de lui dépasse et les titres que je peux avoir à le recevoir et toute espèce de reconnaissance. Je veux lui rendre ici l'hommage que je lui dois. Je ne parlerai pas des noms célèbres que le public lit quelquefois dans les rubriques mi-piquantes, mi-trompeuses des journaux à petits échos. J'en ai connu qui valaient mieux que leurs personnages. Ces mémoires n'ont pas à faire la revue des célébrités maçonniques. Je dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai pensé, ce que je crois devoir dire au niveau où je suis placé. Si je fais le bilan en ce qui concerne les hommes que j'ai connus, je dirais que la sévérité de ma jeunesse était bien présomptueuse. Les maçons, s'ils ne sont pas une élite exceptionnelle, sont porteurs d'une flamme précieuse, et je le crois, irremplaçable. J'ai reçu d'eux tout ce qu'un homme peut recevoir de ses frères. En tout cas, j'ai reçu d'eux tout ce que l'on m'avait promis lors de mon initiation. Il suffisait pour que je l'obtienne, que je sache donner ce que je pouvais de moi-même. Comment remercier mes frères les maçons d'avoir été ce qu'ils ont été? La véritable fraternité passe bien au-delà de la reconnaissance. Ce que j'ai compris avec eux, c'est qu'on ne vit que dans la charité, c'est-à-dire non pas avec ce ridicule et impuissant sentiment de pitié que l'on connaît sous le geste du même nom, mais selon la charité véritable, qui est l'acceptation et la dignité devant la vie. Un homme est arrivé au sommet quand il a su s'accepter tel qu'il doit être. Nulle suprématie, nulle puissance ne confère le titre d'homme. Un homme est celui que ses frères reconnaissent comme tel. Il n'y a que les sots qui croient que c'est peu de choses.